lors d'une fête luxueuse, mon mari a ri en passant son bras autour de la taille d'une femme enceinte et m'a dit, elle n'est pas seulement notre nouvelle directrice créative, elle porte aussi mon enfant. 200 invités m'ont regardé, attendant des larmes. J'ai souri. Puis j'ai mis fin à son empire. Ce soir, la grande salle de bal de l'hôtel Fairmont San Francisco brillait sous les lustres en cristal, et résonnait des rires de 200 des personnes les plus influentes de la ville. L'odeur des parfums coûteux se mêlait au son des violons, au tintement net des flûtes de champagne et au hochement de tête complice de ceux qui décidaient de l'horizon de la ville. J'étais assise tranquillement dans le coin le plus sombre, près de la sortie de secours, dans le fauteuil roulant en cuir crème que Victor avait un jour fièrement présenté à la presse comme étant « fait sur mesure en Italie pour ma femme ». Ma longue robe de soie noire couvrait les jambes que toute la ville croyait mortes depuis 3 ans. J'observais en silence, telle une statue oubliée au milieu de la foule. À 42 ans, Victor, mon mari, était toujours d'une beauté ravageuse. Cheveux poivre et sel coiffés à la perfection. Un smoking sur mesure lui allant comme une armure. Il se déplaçait avec aisance parmi les groupes. Chaque poignée de main scellant des accords de plusieurs millions. Chaque rire consolidant des alliances politiques. Victor monta sur la scène centrale. Costume gris argenté coupé parfaitement. Ce sourire confiant figé sur ses lèvres. Le genre de sourire qui faisait autrefois virer des centaines de millions aux investisseurs d'une simple poignée de main. À ses côtés se tenait Olivia Rode, une robe dorée épousant son ventre de 8 mois de grossesse, des cheveux blonds brillants relevés haut pour révéler un cou blanc et lisse et un diamant de 12 carats à sa gorge. Le cadeau d'anniversaire que je pensais qu'il m'avait acheté. Il passa son bras autour de sa taille d'une manière possessive, ses doigts écartés sur la soie dorée comme pour marquer son territoire. « Mesdames et messieurs », dit Victor en tapotant légèrement son verre de champagne. Toute la salle tomba dans un silence de mort. J'ai une merveilleuse nouvelle à partager. Je veux vous présenter Olivia Rode, continua Victor, le bras serré autour de sa taille. Elle n'est pas seulement notre nouvelle directrice créative, elle porte aussi mon enfant, l'avenir dont j'ai toujours rêvé. La salle de bal éclata en chuchotements choqués. Les flashs des appareils photo explosèrent comme des éclairs. Je sentis le sang monter à mon visage lorsque Victor me regarda droit dans les yeux, son expression froide, mêlée de pitié et de mépris. Parfois, il levait son verre plus haut, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. La vie nous donne une seconde chance d'avoir du bonheur. 200 perdus se tournèrent vers moi, s'attendant à des larmes, s'attendant à un effondrement, s'attendant à la femme brisée que Victor avait passé 3 ans à créer. Il pensait avoir fini d'écrire le scénario de ce soir, m'humiliant devant toute l'élite, pour pouvoir entrer brillamment dans un nouveau chapitre avec sa maîtresse et le fils sur le point de naître. Mais il ne voyait pas. Il ne m'avait jamais vraiment vu au cours des 3 dernières années. Je portais ma flûte de champagne à mes lèvres, pris une petite gorgée, puis la reposai lentement sur la table en verre à côté de moi. Le tintement doux du verre résonna à travers le bref silence après les applaudissements. Je levai la tête et je souris. Froid, plein de sens, dangereux, mes yeux verrouillés sur les siens. Pas d'évitement, pas de supplication, pas une trace restante de l'épouse infirme qu'il avait construite dans l'esprit de tous. Je vis clairement chaque minuscule changement sur le visage de Victor. D'abord, le coin de son œil tressaillit. Puis, le sourire parfait se figea une seconde. La main posée sur la taille d'Olivia se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Dans ce bref moment, il réalisa que le scénario de ce soir n'était plus entre ses mains. La salle applaudissait toujours. Mais je savais qu'à partir de ce moment, l'honneur de Victor Langford avait commencé à se fissurer. Et ce n'était que la première fissure. Il y a 3 ans, nous formions un couple influent dans l'industrie de l'architecture de San Francisco. Notre luxueuse maison de verre dans les collines de Berkeley était un monument à notre succès. Il était un négociateur charismatique qui pouvait vendre des rêves aux rêveurs, tandis que j'étais un génie silencieux avec des designs primés qui redessinaient l'horizon de la ville. Je me souviens clairement de cet après-midi de juillet où la lumière dorée du soleil se déversait sur le sol en verre trempé. Victor se tenait derrière moi, passant ses bras autour de ma taille, son menton reposant sur mon épaule, chuchotant alors que nous regardions la baie. « Tu vois ça, Eleanor ? Toute cette ville est à nos pieds. » Sa voix était profonde, pleine de confiance. Le genre de confiance qui rendait les gens prêts à signer des chèques d'1 million de dollars sans lire tout le contrat. Je me retournai, embrassai légèrement ses lèvres et souris. « Non, Victor. La ville est dans ma tête. Tu as juste à la vendre. » Nous rîmes aux éclats.
Notre rire résonnait à travers l'espace ouvert sans mur comme si le monde entier riait avec nous. La maison de verre sur la colline de Berkeley était la preuve la plus claire de nous. 550 mètres carrés, pas une seule colonne au milieu. Toute la façade était en verre trempé transparent donnant directement sur le Golden Gate Bridge. La nuit, quand les lumières de la ville s'allumaient, toute la maison semblait suspendue parmi 1 million d'étoiles. J'avais conçu chaque détail, sol chauffant en marbre italien, une cuisine ouverte avec un îlot de 5 mètres de long, une chambre principale avec une baignoire donnant sur le brouillard dérivant paresseusement sur le pont. Victor n'avait qu'à choisir le vin et inviter des amis pour la montrer. Nous nous montrions ensemble partout, gala de charité. Il me tenait la main alors que nous marchions sur le tapis rouge, les flashs crépitant sans arrêt, conférence internationale d'architecture. Il se tenait à mes côtés lorsque je reçus le prix Pritzker du jeune architecte, embrassa mon front devant des milliers de personnes. La presse nous appelait le couple parfait, la fille génie et le garçon américain blond qui savait transformer les rêves en argent. Il y avait des nuits après la signature d'un contrat de 1,2 milliard de dollars pour le projet des jetées de l'Embarcadero. Nous rentrions à 2 heures du matin. Victor ouvrait une bouteille de Dominus 2008, versait 2 verres, m'entraînait sur le balcon en verre. Le brouillard coulait sur le pont comme une rivière de lait blanc. Il levait son verre, me regardait profondément dans les yeux. « Eleanor, tu es le plus grand chef-d'œuvre de ma vie. » Je le croyais. Je le croyais vraiment. Mais la magie peut se transformer en cauchemar en un clin d'œil. L'accident sur le chantier de construction des jetées de l'Embarcadero n'aurait jamais dû arriver. J'étais obsédé par les procédures de sécurité. C'était presque une religion pour moi. Et pourtant, en novembre, San Francisco était glacial, le vent de la baie soufflant, portant l'odeur du sel et du métal. Je portais une veste en cuir noir, un casque blanc, debout sur le plancher temporaire du niveau 14 du site de la jetée de l'Embarcadero à 7h12. Ce projet était l'enfant que j'avais porté pendant 3 ans. 12 mètres de littoral allaient renaître, parc surélevé, passerelle en verre, restaurant flottant. Je faisais une dernière vérification du plancher temporaire avant la présentation au conseil municipal cet après-midi-là. Je me souviens exactement de cette sensation. Mes bottes de sécurité marchant sur la nouvelle planche de bois. Un tout petit craquement. Très normal. Je me penchai pour regarder le joint en acier. Puis tout se passa en moins de 2 secondes. Un craquement sec comme quelqu'un cassant une grosse branche d'arbre. La planche sous mes pieds disparut soudainement. Je tombais. Pas le temps de crier. Seulement le temps de voir la lumière matinale du soleil flasher sur le verre du bâtiment en face de moi. Et de penser une pensée étrangement stupide, aujourd'hui, je n'ai pas pu embrasser mon mari pour lui dire au revoir ce matin. Je heurtai le sable et les débris d'acier en bas sur le dos. Le bruit de mes os se brisant résonna dans ma tête plus clairement que les sirènes d'ambulance plus tard. La chute ne brisa pas seulement ma colonne vertébrale, elle brisa tout. Je me réveillai aux urgences, l'odeur forte de désinfectant partout. D'abord le son de la machine respiratoire, puis la voix de Victor. Il se tenait près du lit, les yeux rouges, tenant ma main si fort que ça faisait mal. « Eleanor, mon amour, je suis là. Je suis là. » Sa voix se brisa assez réellement pour que je croie que c'était un vrai désespoir. Au début, nous n'étions pas sûrs si elle pourrait un jour marcher à nouveau. Le docteur Rosario, mon neurologue, expliqua, après 3 chirurgies et des mois de rééducation brutale, je pourrais me déplacer sur de courtes distances avec un déambulateur, mais la vie quotidienne signifiait devoir dépendre d'un fauteuil roulant. Mon emploi du temps chargé de visites de sites et de réunions de conception disparut, remplacé par la physiothérapie et d'interminables rendez-vous médicaux. Et Victor, l'homme qui avait juré dans la maladie et dans la santé, commença à se retirer avec une précision parfaite. 3 jours après ma chute, il tint une conférence de presse juste devant l'hôpital. Costume noir, cravate noire, yeux encore rouges. Des centaines d'objectifs pointés sur lui alors qu'il me tenait dans le fauteuil roulant, embrassait mon front devant les caméras. Eleanor est toute ma vie. Je resterai à ses côtés même si je dois pousser ce fauteuil roulant pendant 100 ans. Les caméras capturèrent une larme roulant sur sa joue. Pour le monde extérieur, Victor Langford était le mari de l'année. Il engagea les meilleurs spécialistes, rénova la maison pour la rendre accessible et fit des discours émouvants lors de galas de charité sur notre parcours ensemble. Ma femme a fait preuve d'un courage incroyable, disait-il lors d'événements comme ceux-ci, sa main reposant sur mon épaule comme une marque de propriété. Sa résilience m'inspire chaque jour. Les caméras l'adoraient.
La presse le dépeignait comme un mari dévoué, toujours aux côtés de sa femme handicapée. Cependant, derrière les portes design de luxe, une autre histoire se déroulait, et Victor commença à changer petit à petit, si subtilement que je doutais de moi-même. D'abord, ce furent les regards brefs, ses yeux glissant sur mes jambes immobiles comme s'il regardait quelque chose de cassé. Puis les soupirs doux quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. Puis les nuits où il rentrait tard, l'odeur d'un parfum étrange accroché à son costume. Je demandais, « Victor, tu m'aimes toujours ?» Il s'assit au bord du lit, caressa mes cheveux, sourit doucement, sa voix douce comme du sirop. « Chérie, bête que tu es. Je t'aime plus que quiconque dans ce monde. J'essaie juste d'empêcher que tout s'effondre. » J'acquiesçais. J'avalais ça. Je me dis que j'imaginais des choses à cause des analgésiques. Mais chaque nuit, quand il pensait que je dormais, je l'entendais debout sur le balcon chuchoter au téléphone. « Ouais, elle va bien. Non, elle ne pourra plus marcher. Ouais, on aura plus de temps. » Je restais là dans le noir. Le vrai cauchemar n'était pas la chute du 14e étage. Le vrai cauchemar était de réaliser que l'homme qui avait dit un jour qu'il pousserait mon fauteuil roulant pendant 100 ans avait commencé à compter les jours pour jeter ce fauteuil roulant. Avec moi. Lors des galas de charité et des événements d'entreprise, je me retrouvais debout derrière des arrangements floraux ou dans des coins à regarder Victor exécuter ses tours de magie avec les investisseurs et les responsables de la ville. Je devins un accessoire dans son spectacle, l'épouse inspirante qui avait surmonté la tragédie, amenée en fauteuil quand les caméras apparaissaient, puis discrètement mise de côté quand le vrai travail commençait. Dès lors, tout changea millimètre par millimètre, si lentement que je pensais devenir folle. La table à manger de 12 places où nous avions l'habitude de nous asseoir près l'un de l'autre en bout de table, riant, nous versant du vin. Maintenant, il s'asseyait à l'autre bout, à 1 kilomètre entier de bois de noyer de moi. Je devais crier, « Victor, tu peux me passer le sel ?» Il ne levait pas les yeux de son iPad, marmonnait juste et appelait le nom de la gouvernante. Lors des dîners à la maison, les invités étaient tous des maires, des investisseurs, des stars de la tech. J'étais autrefois le centre, tout le monde se rassemblant autour pour me poser des questions sur les nouveaux projets. Maintenant, mon fauteuil roulant était poussé dans un coin sombre près de la porte de la cuisine. Je regardais par-dessus les épaules des costumes coûteux, voyais Victor debout au milieu de la pièce, verre de vin à la main, riant fort, racontant des histoires sans me mentionner une seule fois. Un invité poli se tourna et demanda, « Où est Éléanore, Victor ?» Il en rit, tapota l'épaule de la personne. « Ah, elle est fatiguée. Laissez-la se reposer un peu. » J'étais là, à moins de 10 mètres, mais déjà invisible. Mon téléphone vibra avec un message de Martina, ma physiothérapeute. L'une des rares personnes qui me traitait encore comme un être humain à part entière. « N'oublie pas de prendre tes médicaments à 10 heures. » D'accord. Comment vas-tu? Regardant Victor parler aux invités, je répondis par SMS, « Je suis presque invisible. » Martina répondit, « Ce sont eux les perdants. Tu veux que je simule une urgence pour te sauver? » Ces moments drôles m'aidaient à rester saine d'esprit alors que mon monde continuait de rétrécir. Dans l'entreprise, mon nom fut lentement retiré de tout. La plaque en laiton à la porte d'entrée disait autrefois Bennett & Langford Architect. Un matin, je vis des ouvriers la changer pour Langford & Associates. Je l'appelai. « Victor, pourquoi as-tu enlevé mon nom ?» Sa voix au téléphone était insouciante. La marque a besoin de se sentir fraîche. Tu comprends? Tu ne peux plus vraiment participer de toute façon. Les réunions mensuelles du conseil d'administration. Il avait l'habitude de me pousser dans la salle de réunion, de m'asseoir juste à côté de lui. Maintenant, la secrétaire envoyait un email, « La réunion de cette semaine sera en ligne, mademoiselle Éléanore. Veuillez vous reposer et prendre soin de vous. » J'étais toujours copropriétaire de l'entreprise à 49%, mais je n'étais plus invité. Plus sollicité, plus existante. Les nuits où il rentrait tard, l'odeur de parfum de femme sur son col. Je demandais, « Réunion tardive. » Il enlevait sa veste de costume, la jetait dans un coin, claquait, « Pourquoi tu me contrôles? J'essaie d'empêcher cette entreprise de s'effondrer. Qui penses-tu qui paie tes factures d'hôpital, tes médicaments, ton aide-soignante ?» Je restais silencieuse. Certaines nuits, il buvait trop, s'asseyait sur le canapé en face de moi, les yeux injectés de sang. Il me fixait longuement, puis ricanait. « Te voir comme ça?
Je n'arrive pas à croire que je t'ai aimé autant un jour. Je me figeai. Qu'est-ce que tu veux dire? Il haussa les épaules, se leva, passa devant moi comme on passe devant une table. Rien. C'est juste que la vie change. La porte de la chambre principale se ferma. À partir de là, il dormit séparément. Je fus descendu dans le salon du rez-de-chaussée pour plus de commodité. Je commençai à compter les jours où je devins une décoration dans la maison même que j'avais conçue. Chaque matin, je me réveillais. Je regardais le plafond de verre, voyais les nuages dériver, voyais le Golden Gate Bridge toujours aussi beau. Mais l'homme qui avait dit un jour qu'il pousserait mon fauteuil roulant pendant 100 ans ne faisait plus que me pousser hors de sa vie petit à petit, doucement, poliment et impossible à contrer. Le matin après un autre dîner de charité humiliant, je me réveillais dans une maison vide. Victor était parti tôt, ne laissant qu'une note. Le petit déjeuner est dans le frigo. Agnès viendra à 10 heures. N'oublie pas tes médicaments. Je froissai la note et fis mon propre café. Plus fort que celui à queue que faisait la gouvernante. Alors que j'étais assise dans le bureau à domicile de Victor, cherchant des dossiers de projets que j'étais censé revoir, mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Je suis désolé, mais vous méritez de connaître la vérité sur votre mari. Mon cœur battait la chamade en ouvrant la photo jointe. Sur la photo, Victor avait son bras serré autour d'une belle jeune femme au ventre de femme enceinte clairement visible sortant de ce qui ressemblait à une clinique privée. L'horodatage datait de la veille, quand Victor prétendait être en réunion consécutive. Cette image me brûla l'esprit. Cette nuit-là, je lui fis face calmement et précisément. « Qui est Olivia ?» demandai-je simplement. La main de Victor s'arrêta en l'air alors qu'il prenait une gorgée de scotch. « Olivia Rod, notre nouvelle chef de projet. » Pourquoi? Je lui montrai la photo. Le visage de Victor se raidit, mais il n'eut pas l'air surpris. « Tu me suis ?» Sa voix devint glaciale. « Quelqu'un me l'a envoyé. » Le rire de Victor n'était pas drôle du tout. Et tu as immédiatement sauté à la pire conclusion. C'est ton problème, Eleanor. Tu es devenu si aigri. Elle est enceinte, Victor. Oui, et son mari est très heureux. Le mensonge sortit de sa bouche facilement. Je l'ai emmenée à un contrôle parce qu'elle ne se sentait pas bien. En tant que mentor, j'étais très inquiet. Je le regardais droit dans les yeux. Quel mari? Victor rit bruyamment, sa voix résonnant dans l'espace de verre froid. Rod. Qui d'autre? As-tu oublié? Olivia s'est mariée l'année dernière. Mariage à Napa. Tu as même envoyé des fleurs. Je restais silencieuse. Je me souvenais clairement. Il n'y avait pas eu de mariage à Napa. C'est moi qui avais approuvé la liste des cadeaux de l'entreprise l'année dernière. Il n'y avait pas d'Olivia Rod dans la section mariée. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je m'assis dans mon fauteuil roulant, ouvris le vieil ordinateur portable que Victor m'avait gentiment laissé pour m'empêcher de m'ennuyer. Je me connectai au système RH de l'entreprise avec mon ancien compte qu'il avait oublié de révoquer. Je trouvai le dossier d'Olivia R, état civil, célibataire. Je fixai cette ligne jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Puis j'ouvris le dossier des cadeaux de fin d'année. Pas de fleurs de mariage, pas de Napa, rien du tout. Je commençais à trembler, non pas à cause du froid, mais parce que pour la première fois depuis des années, je réalisais que l'homme qui dormait derrière un mur de verre me mentait en face, ne prenant même pas la peine d'inventer une histoire décente. À partir de ce moment, j'arrêtai de demander. J'arrêtai de pleurer. Je commençai à observer. Je commençai à enquêter en silence, ne montrant aucune expression sur mon visage, ne changeant aucune de mes habitudes quotidiennes, toujours assise dans le fauteuil roulant avec une fine couverture sur mes genoux comme un meuble sans voix. Mais à l'intérieur, chaque rouage de ma pensée fonctionnait comme une machine, précise et froide. La première personne à réaliser que j'étais toujours la fut Martina, la physiothérapeute. Elle saisit mon poignet lorsque je gardais inconsciemment mon équilibre plus longtemps que d'habitude et chuchota doucement, « Tu n'as pas du tout perdu le contrôle. » Que te font-ils? Je la regardais seulement, et cela suffit. À partir de ce jour, Martina garda secrètement mes dossiers médicaux originaux avant que les copies modifiées ne soient téléchargées dans le système. Diane, la seule personne de mon ancienne entreprise qui croyait encore en mes capacités, m'envoya l'accès à un vieux serveur où mes designs avaient été renommés au nom de Victor et les dates changées pour me transformer en ombre.
Puis j'engageai un détective privé, un homme qui ne posait pas trop de questions, qui n'eut besoin que d'un regard dans mes yeux pour comprendre que ce n'était pas une affaire ordinaire. Et pièce par pièce, la vérité commença à apparaître comme des lames coupant dans la chair. Les pilules que je prenais chaque nuit, celles que Victor plaçait toujours personnellement dans ma paume en disant doucement, « Prends-la. Tu as besoin de te reposer. » Il s'avéra que ce n'étaient pas des médicaments pour la récupération nerveuse, mais des sédatifs à faible dose qui causaient de la somnolence, ralentissaient ma pensée et effaçaient la mémoire à court terme. Plus de 8 millions de dollars du fonds de charité Horizon Care furent retirés par petits lots, acheminés par une chaîne de sociétés écrans et versés directement dans un pantouse à façade de verre face à la baie où vivait Olivia, où des rideaux transparents flottaient au vent comme si aucune autre femme n'avait jamais existé. Et le coup final s'écrasa droit dans ma poitrine jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer, la vidéo de la caméra du chantier de construction. 6h18 du matin le jour de l'accident, Victor se tenait au 14e étage, se pencha pour inspecter une poutre de plancher fissurée, sa main très calme, pas paniquée, pas pressée. Puis il sortit une enveloppe épaisse de sa mallette et la plaça soigneusement dans la main de l'ouvrier. Cet homme regarda autour de lui une fois, hocha très légèrement la tête, et exactement 3 heures plus tard, je tombais dans ce vide. Quand je finis de regarder cette vidéo, je ne pleurais pas, ne tremblais pas, ne cassais rien. Je penchai seulement ma tête en arrière contre le fauteuil, sentis mon cœur battre très lentement, très lourdement, et dans ma tête, il n'y avait qu'une seule phrase, froide comme du métal. Donc, je n'ai pas survécu à un accident. J'ai survécu à une conspiration. L'ironie était que Victor lui-même creusa le trou final pour y tomber. Un soir, il rentra avec un visage inhabituellement excité, enlevant son manteau et parlant comme s'il me faisait un cadeau. Cette année, je veux organiser le gala de l'entreprise ici à la maison. Ce sera très significatif. Les gens te verront, me verront, verront que nous allons toujours bien. Je regardai son dos reflété dans le verre et entendis clairement les mots, te verront, prononcés comme une façon polie de dire, voir ton effondrement. Et à ce moment précis, je compris qu'il voulait utiliser la maison que j'avais conçue comme scène pour m'humilier, pour exposer publiquement la pitoyable épouse infirme, pour se tenir à côté d'Olivia et ressembler encore à l'homme noble qui était resté par devoir. Très bien. S'il voulait une scène, je lui donnerais une performance qu'il n'oublierait jamais. À partir de ce jour, je commençai à arrêter les pilules. Martina était la seule à savoir. Nous avons remplacé les sédatifs de Victor par des vitamines dans des capsules identiques. Chaque fois qu'il plaçait le verre d'eau et la pilule dans ma main, j'avalais, souriais et attendais qu'il tourne le dos et quitte la pièce. Puis j'attendais encore 5 minutes pour m'assurer qu'il était descendu, puis je recrachais la pilule dans un mouchoir. La première sensation claire après des mois de brouillard vint comme une gifle froide au cerveau. Douloureuse, vertigineuse, mais elle rendit aussi tout autour de moi net à nouveau. Dans la salle de physiothérapie, Martina verrouilla la porte, tira les rideaux, installa 2 barres parallèles et dit, « Très bien, Eleanor, pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour que tu reprennes ton propre corps. » La première fois, je me levai du fauteuil roulant, les 2 mains agrippant les barres en acier inoxydable jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, les jambes tremblant comme si elles n'étaient pas les miennes, la sueur coulant le long de ma colonne vertébrale. Je fis un pas, puis 2, et m'effondrai à genoux. Martina m'aida à me relever, ne me réconforta pas, dit seulement, demain, on recommence. Nous avons répété cela chaque semaine, puis chaque jour. Tandis qu'à la maison, devant Victor, je restais assise tranquillement dans le fauteuil roulant. Le laissais toujours me pousser à travers les panneaux de verre transparents, l'écouter toujours dire aux invités, elle n'a aucune sensation à partir d'ici, et serrer les dents pour m'empêcher de rire. 2 mois avant le gala, je pouvais rester debout sans me tenir pendant environ 10 secondes. 1 mois avant le gala, je pouvais marcher d'un bout à l'autre de la salle d'entraînement avec une canne. 2 semaines avant le gala, j'allumais une petite lumière dans le salon à 3 heures du matin, toute la ville sous mes pieds comme une carte lumineuse. Victor dormait dans le bureau, la porte à moitié fermée. Je posai ma main sur le dossier du canapé, me levai lentement, pieds nus touchant le sol en béton frais, et fis les premiers pas dans la maison même où, pendant si longtemps, je n'avais bougé que sur des roues. Chaque pas sonnait très doucement mais clairement, comme les traits finaux sur un dessin déjà complet. Et quand je m'arrêtai devant le mur de verre, regardai mon propre reflet, pas une femme handicapée dans un fauteuil, mais une femme debout, respirant régulièrement, les yeux n'ayant plus peur. Je compris que le plus grand secret ici n'était pas les preuves que j'avais contre lui, mais le fait que pendant tous les derniers mois avant la nuit au Fairmont, le monde entier pensait que j'étais attaché à un fauteuil roulant.
Seule Martina et moi savions. J'étais prête à me lever sous ses lumières et à transformer le piège qu'il m'avait construit en scène de sa propre exécution. La nuit du gala à la maison de verre commença comme une performance parfaite dans l'esprit de Victor. 20h40. Des lumières jaunes chaudes couvrant chaque surface vitrée. De la musique jazz douce coulant des haut-parleurs cachés dans le plafond. Des invités debout en petits groupes. Verre de vin rouge. Rire. Histoire de projet. Argent. Pouvoir. J'étais assise là où Victor l'avait soigneusement préparé pour moi. Un beau coin pour que tout le monde ait pitié commodément. Le fauteuil roulant face à la scène temporaire construite devant le plus grand mur de verre de la maison. Derrière moi, toute la ville brûlant de lumière. Et exactement quand l'horloge murale indiqua 20h40, la porte d'entrée s'ouvrit. Olivia apparut comme une réponse répétée à la question « Nouveau bonheur ». Elle portait une robe épousant son ventre de femme enceinte, le tissu satiné reflétant la lumière, rendant le ventre rond encore plus évident, cheveux doucement bouclés, mains reposant sur le bas de son dos. Les gens autour tournèrent instinctivement la tête. Victor entra dans le hall pour l'accueillir, bras autour de sa taille, se pencha, chuchotant quelque chose à son oreille. Olivia ria, inclina la tête sur son épaule. Tout ce cadre apparut très clairement à travers le verre en face de moi comme une scène au ralenti et je remarquai des regards furtifs vers moi puis se détournant rapidement. 21h pile, Victor frappa 2 fois dans ses mains, signalant au groupe de baisser le volume. Les lumières s'adoucirent et se concentrèrent sur la zone de la scène. Il ajusta sa cravate, monta sur le podium, bras toujours autour de la taille d'Olivia. Le microphone cliqueta une fois, puis sa voix se répandit dans l'espace. Profonde, familière. Merci à tous d'être ici ce soir dans la maison qu'Eleanor et moi avons construite pour célébrer une nouvelle étape avec nous. Il prononça les mots « Eleanor et moi », très correctement comme une politesse apprise, mais sa main se resserra légèrement autour de la taille d'Olivia, comme pour marquer un nouveau territoire. Après quelques phrases sur les réalisations de l'entreprise, sur les bâtiments, sur l'avenir, Victor changea de ton. Et ce soir, je veux vous présenter la personne qui dirigera notre nouvelle vision créative. Il se tourna vers Olivia, fière. Olivia Rod, notre nouvelle directrice créative de Langford & Associates. Des applaudissements s'élevèrent. Quelques personnes sifflèrent. Quelques-uns échangèrent des regards du genre, bien sûr. Puis il continua immédiatement, comme s'il avait peur que ce moment ne lui échappe. Et comme si le destin était encore généreux avec moi, Olivia porte aussi mon fils, l'avenir de ma famille, l'avenir de cet héritage. Quelqu'un dit « Oh ». Quelqu'un rit. Quelqu'un se tourna pour me chercher avec des yeux qu'ils essayaient de rendre décontractés. Victor leva son verre. Les gens commencèrent à lever leur verre avec lui. Ce fut alors que je poussai doucement le fauteuil roulant vers l'avant. Un petit clic résonna sur le sol en pierre polie. Il l'entendit. Olivia l'entendit. Toute la pièce l'entendit sans pouvoir nommer ce son. Je m'approchai calmement du bord de la scène, m'arrêtai à l'endroit exact où il pouvait baisser les yeux et me voir sans trop se pencher. Je levai les yeux, ma voix claire et égale. Victor, je peux dire quelques mots. Après tout, c'est aussi ma maison. La pièce devint silencieuse très rapidement. Victor hésita légèrement. Le sourire sur son visage se figea une fraction de seconde, puis revint à la normale, le genre d'expression qu'il utilisait lorsqu'on lui posait une question difficile lors d'une interview en direct. Il se pencha vers le microphone. Bien sûr, ma femme, Eleanor, il insista sur le mot, comme pour prouver qu'il était toujours décent. Que voudrais-tu partager? Il s'écarta. J'inclinai légèrement la tête, levai les yeux vers le grand écran LED derrière lui, celui que l'équipe technique pensait ne montrer que des diapositives de projet ce soir, et dit d'une voix que seule Martina, Diane et moi savions avoir été répétée maintes et maintes fois. Je voulais juste dire. Merci d'avoir invité tout le monde au bon endroit au bon moment. Je levai la main, toujours la main de la femme paralysée, et levai doucement une petite télécommande cachée sous la couverture sur mes jambes, appuyai dessus, et sur l'écran derrière Victor, au lieu de la diapositive du logo de l'entreprise, apparut la première page de mon dossier médical. 2 tableaux de résultats côte à côte. L'un étiqueté, dossier médical original, l'un étiqueté, dossier médical, version mise à jour, avec mon nom, mon numéro de dossier, mais des diagnostics différents, des médicaments différents, des signatures de médecins différentes. J'entendis le premier chuchotement, très doux,
comme le vent glissant à travers une fissure de verre. Je continuais uniformément. Ceci est mon vrai dossier médical. Et ceci est la version qui a été éditée pour donner l'impression que je devais prendre des sédatifs à faible dose chaque nuit. Le médicament que mon mari me rappelait si diligemment de prendre. Je marquai une brève pause pour qu'il puisse lire des lignes comme « sédatif, trouble de la mémoire, utilisation hors AMM, aucune indication clinique », puis appuyai à nouveau. L'écran passa au relevé bancaire, de longues colonnes de chiffres avec des centaines de transferts. Je zoomai sur chaque groupe. Chaque horodatage, chaque chaîne d'argent passant de la fondation Horizon Care par 3 comptes intermédiaires jusqu'à ce que le nom Bayview Vista Holdings LLC apparaisse avec une photo d'un pantouse en verre donnant sur la baie achetée l'année exacte où Olivia apparut dans l'entreprise. Je n'eus pas besoin d'expliquer grand-chose. Je dis seulement, plus de 8 millions de dollars d'argent de charité ont été utilisés pour acheter une maison à sa maîtresse et financer une vie qui n'a jamais été censée être la leur. Les chuchotements devinrent plus forts. Certaines personnes se tournèrent directement pour regarder Olivia, son visage blanc sous un maquillage parfait. Victor commença à marcher vers moi, sa voix se crispant. « Eleanor, tu es agitée. Ce n'est pas le moment. » Je le coupai en appuyant une fois de plus sur le bouton, et cette fois l'écran passa à la vidéo floue de la caméra du site de l'Embarcadero. L'image tremblante, mais assez claire. Victor apparaissant à 6h18, debout sur le plancher temporaire du niveau 14, se penchant pour vérifier une poutre fissurée, se tournant pour dire quelque chose à l'ouvrier, puis sortant une enveloppe épaisse de sa mallette et la lui remettant. L'ouvrier regardant autour de lui, la fourrant dans sa poche, hochant la tête, et l'horodatage dans le coin de l'écran, montrant qu'exactement 3 heures plus tard, cette section de plancher disparut. La pièce était maintenant si silencieuse que je pouvais clairement entendre quelqu'un laisser tomber une cuillère sur une assiette. Victor se précipita d'un pas en avant, arracha le microphone du trépied, cria « Éteignez ça. C'est une information interne. Elle ne comprend pas. C'était une mesure de sécurité. C'était hypothétique. C'était. » Il commença à répéter les mots qu'il avait utilisés pour me manipuler. « Tu comprends mal. Tu construis une histoire. Tu n'es pas saine d'esprit. » Mais cette fois, plus personne n'y croyait. Je baissai les yeux vers mes mains posées sur mes genoux, sentis mon cœur battre étrangement calmement, et avant que Victor ne puisse atteindre la poignée de mon fauteuil roulant, je posai les 2 mains sur la coudoir, pris une profonde inspiration et me levai sans un mot d'avertissement, sans introduction, juste mon corps, celui qu'il pensait connaître. Me soulevant lentement du fauteuil, mes genoux tremblèrent une très courte seconde, mais la canne que Martina avait choisie pour moi était déjà là. Je l'attrapai. Le bruit de la pointe de la canne frappant le sol claque résonna aussi clairement qu'un coup de feu. 200 personnes dans la salle retinrent leur souffle en même temps. Je me tins droite, me tournai pour faire face à toute la salle d'une hauteur qu'ils ne pensaient jamais me revoir atteindre. Je n'eus pas besoin de regarder Victor pour savoir que son visage se tordait. Je regardais seulement les rangées de personnes, partenaires, avocats, investisseurs, officiels, ceux qui applaudissaient quand il racontait des histoires sur la malheureuse épouse qu'il n'abandonnerait jamais, et dit très lentement, « Je ne me lève pas seulement de mon fauteuil roulant ce soir. Je me lève de l'histoire qu'il écrit pour moi depuis 3 ans. » À ce moment précis, on frappa fort à la porte d'entrée. Pas le coup d'un invité en retard, mais le genre de coup de personnes qui n'ont pas besoin d'invitation. La porte s'ouvrit. Plusieurs hommes et femmes en costume entrèrent, insignes accrochés à la taille. Une voix résonna clairement. « Victor Langford, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique et détournement de fonds. Vous avez le droit de garder le silence. » Le reste des droits, je les connaissais par cœur grâce au film, mais les entendre dans la vraie vie était beaucoup plus froid. Victor pivota, son visage vidé de tout sang, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il cherchait une autre histoire à raconter. Mais cette fois, chaque scénario avait déjà été brûlé sur l'écran derrière lui. Je restais là, appuyé sur ma canne, regardant l'homme qui poussait autrefois mon fauteuil roulant, maintenant emmené menotté, devant le mur de verre même que j'avais dessiné des années auparavant. Et à ce moment, entre les chuchotements chaotiques, le sanglot étouffé de quelqu'un, le bruit des chaussures du FBI frappant le sol, je réalisais que ce soir n'était pas la nuit où il réclamait publiquement sa seconde chance au bonheur, mais la nuit où je reprenais le droit de raconter mon histoire avec les jambes même qu'il avait essayé d'enterrer. Les conséquences ne frappèrent pas tout en même temps cette nuit-là. Elles vinrent par vagues, froides et lentes, comme l'eau de mer montant pour noyer un port que tout le monde croyait intouchable. Dans les premiers jours après le gala,
la presse fut remplie d'images de Victor menotté emmené hors de la maison de verre. Des photos qui le louaient autrefois comme un mari modèle, maintenant placées à côté des mots fraude électronique et détournement de fonds comme une moquerie parfaite. Ses avocats essayèrent de reconstruire l'histoire. Il avait juste été trahi par un conseiller financier. Il ne savait pas que l'argent de la charité était mal utilisé et la vidéo du chantier n'était qu'un malentendu dans le contexte de la sécurité au travail. Mais alors Olivia intervint. Non plus comme une maîtresse glamour en robe dorée, mais comme témoin clé de l'accusation, son ventre maintenant beaucoup plus gros, couvert d'une simple robe noire. Pas de bijoux, pas de sourire RP. Sa voix dans la petite salle d'audience était douce mais claire, assez pour que tout le monde l'entende. Quand elle répondit au procureur, oui, Victor savait exactement d'où venait l'argent. C'est lui qui a ordonné chaque transfert. Il m'a dit que c'était juste un flux de trésorerie créatif. Et oui, c'est lui qui m'a fait visiter le Penthouse, a dit que c'était notre future maison. Et quand on l'interrogea sur l'accident, la main d'Olivia trembla, mais elle hocha quand même la tête, détournant les yeux. Il m'a dit que cet accident arrivait au bon moment. Il a dit que les choses sont fragiles comme le verre et que les gens doivent résister à la pression s'ils veulent survivre. Je n'ai pas tout compris. J'ai juste ignoré. En échange de son témoignage, elle obtint l'immunité, un accord que le procureur me dit clairement dans une petite salle de réunion. Si nous voulons le faire tomber, nous avons besoin de quelqu'un qui se trouvait autrefois à l'intérieur de son cercle intime. Je ne ressentis aucune satisfaction à entendre cela, seulement un sentiment très étrange. Olivia faisait aussi partie de la structure qu'il avait construite, un composant utilisé et jeté. Après la dernière session du tribunal, quand Victor fut condamné à de nombreuses années de prison, assez longtemps pour qu'à sa sortie, il ne reconnaisse pas l'horizon qui portait autrefois son nom. Je le regardais debout dans le box, costume gris froissé, cheveux visiblement devenus blancs, plus cet homme qui vendait des rêves à toute la ville. Le juge lut la dernière ligne. Votre licence professionnelle est également révoquée de façon permanente. Et je réalisais que c'était la peine qu'il craignait plus que les barreaux de prison. Non seulement perdre la liberté, mais perdre à jamais le droit de toucher à une quelconque ligne de cette ville à nouveau. Olivia quitta San Francisco quelques semaines plus tard. Certains dirent qu'elle était retournée dans sa ville natale dans un autre État. Certains dirent qu'elle était partie au Canada. Je ne vérifiai pas. Je la vis seulement par hasard une dernière fois sur le parking du palais de justice. Le ciel était couvert ce jour-là. Elle était appuyée contre sa voiture, les mains autour de son ventre. Quand elle me vit passer avec une canne et le fauteuil roulant que Martina poussait derrière moi par habitude, elle me regarda longuement, puis dit quelque chose qui sonnait à la fois comme une excuse et un aveu. Si j'avais eu l'esprit clair plus tôt, peut-être que tout aurait été différent pour nous deux. Je répondis seulement, au moins maintenant, tu as encore une chance d'arrêter avant que ton enfant ne grandisse dans un mensonge. Elle commença à pleurer, se couvrit le visage. Je continuai mon chemin sans me retourner. Le reste n'était que paperasse. Tellement de paperasse. Toute ma vie, j'ai conçu des structures complexes, mais je ne savais pas que les démanteler en langage juridique pouvait être si épuisant. Mon avocate, une femme aux cheveux gris, aux yeux vifs, à la voix toujours courte et précise, plaça dossier après dossier sur la table. Partage des biens, vente du Penthouse, récupération des parts de propriété dans l'entreprise, gel des comptes liés au fonds de charité. Chacune des signatures de Victor sur d'anciens documents devenant maintenant le levier que j'utilisais pour retirer son nom de tout. Le jour où nous avons officiellement changé l'enseigne de l'entreprise, le ciel n'était ni ensoleillé ni pluvieux. Il n'y avait qu'une fine couche de brouillard sur le verre. L'équipe de travail enleva chaque lettre de Langford & Associates de la façade du bâtiment. Le bruit du métal frappant le métal résonna en cliquetant. Je me tenais sur le trottoir, appuyé sur ma canne. Martina à côté de moi, Diane derrière moi. Quand la dernière lettre tomba, l'ouvrier se tourna et demanda « On met la nouvelle tout de suite, madame ?» J'acquiesçai. Regardez chaque nouvelle lettre être soulevée et fixée dans le cadre. Bennett Design Group. Ils durent s'arrêter 2 fois pour ajuster l'espacement entre les caractères. Je restais là, la main serrant le haut de ma canne, regardant mon nom au centre. Plus un nom coincé à côté de Langford. Et pour la première fois depuis très longtemps, je sentis l'architecte en moi revenir à la vie pour de vrai. Pas une femme debout derrière un homme vendant des rêves, mais une femme dessinant son propre horizon sans avoir besoin de personne pour signer à sa place. 1 an plus tard, je me tenais au milieu d'une structure appelée le Phoenix Center,
un centre de réhabilitation construit sur le site d'un vieil entrepôt au bord de la baie, un endroit où la lumière n'est jamais bloquée par des marches, où les mains courantes sont placées à la hauteur des plus faibles, où chaque mur a une courbe douce au lieu d'angle droit froid. Et chaque matin, j'ai encore l'habitude de me tenir sur le balcon du 2e étage, respirant l'odeur du ciment frais et de l'acier chauffé par le soleil, la plante de mes pieds sentant clairement chaque petite vibration du sol, comme si mon corps avait enfin retrouvé son droit de propriété. La soirée de remise des prix au War Memorial Opera House arriva avec un étrange calme. Je me tenais en coulisses, ma main touchant légèrement la petite cicatrice sous le dos de ma robe. Une cicatrice que personne ne pouvait voir. Une cicatrice pâle mais comme une fissure dans le béton coulée juste assez pour laisser passer la lumière. L'hôte appela mon nom. Et quand j'entrai dans la lumière, il n'y eut pas de bruit de roue, pas de bruit de métal raclant le sol, seulement le bruit de talons, très réel, très régulier, très vivant. Toute la salle se leva, mais je ne les regardais pas. Je regardais droit dans l'espace vide, comme si je parlais à la version de moi-même qui gisait autrefois immobile sous le plafond d'un hôpital, et je dis que l'architecture n'est pas quelque chose que les plus forts traversent en premier, mais quelque chose qui doit ouvrir un chemin pour que les plus faibles passent en dernier, qu'un beau bâtiment n'est pas celui qui est haut, mais celui qui ne laisse personne derrière. Et au premier rang, je vis Martina essuyer rapidement une larme. Diane pressa ses lèvres en un sourire, et je sus que j'étais vraiment revenu, non pas dans le rôle d'une victime, mais dans le rôle d'une créatrice. Quelques semaines après la cérémonie de remise des prix, je marchais dans un long couloir de prison. Froid. L'odeur de métal et de désinfectant se mélangeant comme un vieux brouillard. Le bruit des serrures ouvrant porte après porte derrière moi sonnait comme les portes du passé se refermant. Victor était assis de l'autre côté de la vitre. Cheveux plus fins, beaucoup plus blancs, ses mains posées au mauvais endroit comme s'il était habitué à de nouvelles limites. Il ne me regarda pas tout de suite, laissa seulement échapper un très long soupir, et dit d'une voix rauque, « Je détestais ta faiblesse parce qu'elle reflétait ma propre faiblesse, et je me détestais parce que je ne pouvais pas supporter ça. » Cette phrase ne me fit pas mal. Elle me fit seulement comprendre. Je le regardai pour la dernière fois et répondis très lentement, chaque mot clair comme si je posais les dernières briques sur ma propre fondation. « Je ne te pardonne pas. Je me pardonne à moi-même pour pouvoir être libre. » Puis je me levai, partis sans me retourner. Le long couloir s'étendant derrière moi, la lumière au bout du couloir brûlant mes yeux. Et quand la porte de la prison se ferma, je réalisai que je ne portais plus aucun morceau brisé de lui avec moi, seulement un battement de cœur régulier, un corps debout ferme, et un avenir conçu de mes propres mains. Maintenant, chacun de mes matins commence très lentement, très doucement dans une maison qui n'a plus de verre épais comme une forteresse, n'a plus d'angles vifs comme des armes, mais des murs courbes doux, des fenêtres basses pour que la lumière du soleil puisse se déverser jusqu'au sol. Je me verse mon propre thé, ouvre mes propres portes, sors sur le porche en bois sur mes propres jambes, écoutant le vent frôler les rideaux fins, comme si le monde apprenait à être plus doux avec moi. Il n'y a personne pour pousser un fauteuil roulant, pas de main plaçant une pilule dans ma paume, pas de mots préparés pour apaiser l'ego d'un homme, seulement moi et la respiration très réelle d'une femme qui est sortie de la chambre noire de sa propre vie. Je cultive de petits pots de plantes sur le balcon. Pas pour la décoration, mais pour réapprendre la sensation de toucher la terre, toucher l'eau, toucher la vie qui grandit chaque jour. J'apprends à marcher lentement sans me sentir inférieur. Apprends à m'arrêter sans me sentir abandonné. Chaque pas sur le plancher en bois fait un bruit très doux, comme mon cœur battant à un rythme régulier avec le temps, et je commence à comprendre. La paix n'est pas un lieu, mais un état intérieur que personne ne peut plus enlever. Sur mon bureau, il y a encore des dessins, mais ce ne sont plus des designs construits pour impressionner, plus des lignes qui doivent rivaliser pour survivre, mais des espaces vides destinés à ce que d'autres y entrent. Des chemins assez larges pour un fauteuil roulant. Des portes qui ne nécessitent la permission de personne pour passer, tout comme la façon dont j'ai appris à ouvrir la porte de ma propre vie d'une manière douce mais irréversible. Et si quelqu'un me demande si je me suis vengé ou non, je souris juste très doucement, très honnêtement, comme quelqu'un qui a traversé une grande tempête et peut se tenir au soleil et je dis, ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. Et c'était le moment où j'ai cessé d'être une victime pour devenir l'architecte de mon propre avenir. Et si vous écoutez cette histoire dans une très longue nuit, dans un silence qui donne l'impression qu'il n'y a pas d'issue, je veux que vous vous souveniez d'une chose très doucement, très profondément, tous ceux qui survivent aux cendres ne le font pas pour se venger. Certaines personnes vivent simplement pour se reconstruire.